avec Christophe Onodibio. Bonsoir Christophe. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Monsieur Onodibio. J'ai une question complémentaire à vous poser. Dans le cadre du prochain congrès de l'UMP, est-ce que vous avez, donc qui se tiendra en novembre, est-ce que vous avez une préférence entre Jean-François Copé ou François Fillon? C'est une bataille d'ego, c'est pas une bataille d'hommes, hein, c'est une bataille d'ego. J'ai dit que c'était une bataille de main dans un pot de confiture. Je ne suis pas adhérente de l'UMP, par conséquent, je n'ai pas à me prononcer. Ils choisiront qui ils veulent. Ce qui est important quand même de voir, c'est que ça va être une guerre terrible. Or, pendant que tous ces gens-là se chamailleront, eh bien, les socialistes, eux, continueront tranquillement à mener leur politique dramatique. Je ne le veux pas. Stratégiquement, il n'y a pas quelqu'un qui vous siérait mieux pour faire imploser l'UMP? Écoutez, celui qui est le plus proche de la véritable politique qui a été appliquée, c'est M. Fillon. Celui qui est plus proche des discours qui ont été tenus, c'est M. Copé. Notamment sur la laïcité, voilà, sur les lois anti-burqa. Donc Copé, il fait le grand discours de fermeté. Genre, voilà, il a le verbe dur. Et puis Fillon a la main molle. C'est un bon partage des rôles. Oui, je voudrais qu'on commente un peu les premiers pas du gouvernement avec vous. On va parler d'école, d'éducation. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vincent Peillon a dit qu'il serait, avant d'être le ministre des professeurs et des parents, d'abord le ministre des élèves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il va protéger les élèves contre leurs parents et contre leurs professeurs? Non mais, mais si vous voulez, c'est ce genre de déclaration, bon, ça mange pas de pain, mais enfin, ça n'apporte rien sur le plan politique. Ce que je remarque, moi, surtout, c'est que M. Peillon a mis sur la table immédiatement, comme si c'était le sujet essentiel de l'école, la semaine des 5 jours, oui, les rythmes scolaires. C'est important, non? Oui, c'est un débat qui existe depuis, 30 ans. C'est comme les nourrissons, hein, est-ce qu'on les couche sur le ventre, sur le côté, ça change tous les 5 ans, de toute façon. Mais est-ce que c'est le sujet essentiel de l'école? Alors, sur l'école, 17 rapports qui dressent un tableau critique de l'état de l'école donc, ont été mis, alors non pas sur la table, mais sur le site de l'Éducation nationale, des rapports qui étaient cachés par Luc Châtel. Est-ce que vous trouvez bien cette démarche de transparence? C'est des rapports qui sont très critiques sur l'état de l'école. Moi, je trouve ça très bien, mais je pense qu'il est plus facile de faire de la transparence avec le bilan de vos prédécesseurs qu'avec le sien. Donc, je jugerai de la volonté de transparence du Parti socialiste quand ils feront la transparence sur leurs propres actions et sur leur propre bilan le moment venu. Parce que, évidemment, mettre en ligne des rapports sur tout ce que votre prédécesseur a mal fait, honnêtement, ça n'a pas besoin de faire preuve d'un grand courage. Quoi, c'est facile? Oui, c'est facile, oui, c'est très facile. Mais permettez-moi, quel est le problème fondamental de l'école urgemment aujourd'hui? C'est les techniques pédagogiques. Bon, moi je suis, vous savez, pour le retour... Il y a ça dans les rapports, hein, il y a sur la formation des profs, d'accord, alors, etc. non mais la vraie question c'est les savoirs essentiels ne sont pas transmis. Les élèves sortent en 6e sans maîtriser la langue, l'écriture, le calcul comme ils devraient le faire. L'histoire aussi, je crois. L'autorité à l'école s'est considérablement affaiblie, créant un chaos qui évidemment entraîne un gros problème dans la transmission des savoirs et dans le mode de vie des professeurs. C'est pour ça que je vous posais la question sur l'élève au centre. Vous voyez, quand la vraie question, c'est le ministre des élèves. Non. La vraie question, c'est le ministre des professeurs. Est-ce que l'urgence, c'était de relancer ce serpent des rythmes scolaires? Est-ce que c'est le plus urgent? Je ne le crois pas. Par conséquent, je pense que M. Peillon vient de rater son entrée au ministère avec cette polémique qui ne m'apparaît pas très importante. Oui, non, mais une autre entrée collective, la déontologie. Hein, je me souviens que vous aviez parlé souvent des élites déconnectées de la vraie vie des gens. Vous disiez, on nous avait promis la fin du sarkozysme. Alors, les ministres ont signé une charte de déontologie. Je rappelle un peu, déclarer tout cadeau d'une valeur supérieure à 150 €, s'abstenant de toute intervention concernant la situation d'un membre de sa famille ou d'un proche, privilégier le train pour les déplacements d'une durée inférieure à 3 heures, respect du code de la route, sans escorte, sauf contrainte particulière. Est-ce que ça ne va pas dans le bon sens, à Marine Le Pen? Si, ça va. Et baisse des salaires. Et baisse des salaires, qui n'est pas dans la charte de déontologie, qui a été mise à part. La baisse des salaires a été compensée par un nombre beaucoup plus important de ministres, on le sait, et 31 conseillers. J'ai d'ailleurs demandé, j'ai pas obtenu, tiens, on parle de transparence, j'ai demandé les salaires de ces 31 conseillers auprès du président qui ont été nommés. 31, c'est quand même pas rien. Et je n'ai pas obtenu cette information. Voilà un premier acte de transparence à l'égard de l'opposition qui pourrait être une bonne chose de la part du gouvernement de M. Hollande. Donc faire une charte de déontologie m'apparaît être partir d'un bon principe, d'un bon sentiment. Encore faudra-t-il la faire appliquer le jour venu.
car, encore une fois, c'est bien de faire des déclarations, mais le plus important, c'est évidemment de lutter, je crois, contre les conflits d'intérêts. C'est ce qui a profondément pourri le fonctionnement républicain. C'est prévu dans la charte. Hein. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi. Mais permettez-moi d'avoir quand même un point d'interrogation, parce que M. Hollande, à qui personne ne demandait rien d'ailleurs, s'est lancé dans une grande déclaration avant d'être élu, en disant qu'il ne prendrait personne qui a été condamné. Bon, il n'était pas obligé de le dire, personne ne lui avait demandé. Il n'a pas dit ceux qui ont un casier vide, hein. Il a dit: je ne prendrai pas des gens qui ont été condamnés. Bon, le premier acte qu'il a fait en nommant son Premier ministre, c'est de rompre cette promesse. Oui, sur Hérault, c'était une histoire ancienne. Hein. On n'avait même pas le droit de parler de ça. C'était prescrit. Simplement, il y a Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, donc condamné à 1 euro de dommages et intérêts pour injure publique. Au civil. Au civil, est-ce qu'il doit démissionner? En aucun cas. Je vous le dis clairement, en aucun cas. Parce que l'injure et la diffamation sont des délits de presse. Ce sont des délits personnels, individuels, entre personnes. C'est tellement vrai d'ailleurs que le ministère public n'a pas le droit d'engager une procédure à ce titre sans qu'il y ait une plainte de la part de l'individu qui s'estime injurié ou diffamé. Ça fait partie, qu'est-ce que vous voulez, des risques aussi de l'expression politique. Et je ne vois pas du tout comment on pourrait imaginer, à ce moment-là, ce serait... Ce que dit l'UMP, ce que dit Nadine Morano, qui dit que ça porte une atteinte grave à la crédibilité de la parole du président de la République. Oui. Surtout, ils sont bien placés à l'UMP, hein, parce que très entre nous, ils ont quand même fait un certain nombre de saillies. En revanche, toute condamnation dans le cadre du mandat, dans le cadre d'un mandat, devrait, à mon sens, et je l'avais déjà explicité dans mon projet, entraîner l'inéligibilité à vie de celui qui l'a commis. Parce qu'il y a une confiance qui est faite par la population, et le fait d'utiliser son mandat ou à l'occasion de son mandat de commettre des délits qui sont des délits graves, hein, parce que le délit de favoritisme est un délit grave, m'apparaît devoir vous écarter de la vie politique. Je pense que ça contribuerait à restituer ce lien de confiance qui aujourd'hui a grandement disparu. Autre ministre, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui a gardé dans le périmètre du ministère de l'Intérieur le dossier d'immigration aux grandes dames de certaines associations. Ça va plutôt dans le bon sens, selon vous ? Je trouve ça normal. Et créer des commissions de travail police-justice pour que, filer sur la délinquance des mineurs, pour que magistrats et policiers travaillent main dans la main au lieu de se tirer dessus. Oh, écoutez, comme si on avait attendu M. Valls pour qu'il y ait une discussion entre les magistrats et les policiers. Et voilà, et on va faire des matchs de foot. C'est vrai qu'il y avait sûrement des querelles. Non, mais c'est super, on va se parler, ça va être bien, on va se parler, faire des matchs de foot entre les délinquants et les gardiens de prison, et puis on va mettre autour de la table, on va mettre autour de la table les délinquants et les policiers, comme si d'ailleurs ils étaient au même niveau. On est de retour dans l'angélisme total de la gauche. C'est l'utopie absolue. Ça veut dire qu'ils sont incapables de régler ne serait-ce que le début du problème d'insécurité qui continue imperturbablement à s'aggraver dans notre pays et que Nicolas Sarkozy n'a pas réussi non plus à régler, puisque les chiffres ont été catastrophiques sous son mandat de ministre, hein, mais aussi sous celui de président. Pourquoi vous avez choisi de défendre Éric Zemmour, qui est donc accusé, on l'a rappelé par le MRAP et SOS Racisme, d'avoir tenu sur RTL, je cite, un des propos jugés racistes et machistes à l'encontre de Christine Taubira. Mais jugé par qui, monsieur ? Accusé de. Ah, mais par qui ? Des propos jugés par... Mais par qui ? Non, mais là... Par le MRAP et SOS Racisme. Parce que vous croyez très honnêtement que je me fais une opinion avec ce que disent ces associations qui sont blindées de subventions publiques, qui se prennent pour des procureurs de la République, qui indiquent dans notre démocratie, sans jamais d'ailleurs se présenter, parce que évidemment s'ils étaient obligés de se présenter, à mon avis ce serait plus difficile pour eux de se faire élire. Donc ils se présentent et puis ils indiquent ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Eh bien je renvoie ces gens-là à la liberté, et particulièrement en ce qui concerne M. Zemmour, à la liberté de la presse. Parce que la liberté de la presse, c'est aussi la liberté d'entendre des choses qui vous déplaisent, pas uniquement d'entendre des choses qui vous font plaisir. Et je suis étonné un peu, je ne vous cache pas, que la profession journalistique, sous prétexte peut-être que l'immense majorité d'entre elles n'a pas les mêmes opinions que M. Zemmour,
considère qu'il est assez légitime qu'un journaliste se fasse poursuivre, accuser, traduire comme ça devant des tribunaux de SOS Racisme et au passage peut-être sanctionné sur le plan de son emploi. On a été traduit aussi par le Front National il y a quelques années. Monsieur, mais dans des conditions personnelles, Madame Taubira, si ça lui plaît pas ce que Monsieur Zemmour a dit, vous voyez, c'est ce qu'elle peut faire. Elle peut saisir les tribunaux, voilà. Mais SOS Racisme n'est pas l'avocat de Madame Taubira. Mais de toute façon, moi, je poursuis notamment. Marine Le Pen, je poursuis ces associations, et notamment la LICRA pour détournement de subventions. Pourquoi? Parce que ces associations se servent des subventions, de l'argent de nos impôts, pour engager des procès contre leurs adversaires politiques ou faire des clips pendant la campagne présidentielle pour demander à ce que tel ou tel candidat ne soit pas élu. Éric Zemmour s'en prenait au fait que Mme Taubira voulait faire voter une loi qui rétablisse une loi sur le harcèlement sexuel qui avait été abrogée par le Conseil constitutionnel. C'est pas bien qu'on ait une loi qui protège les femmes du harcèlement sexuel, les hommes aussi, mais c'est souvent les femmes, malheureusement. Monsieur Zemmour n'est pas un politique, c'est un journaliste. Non, mais je sais que c'est un concept qui maintenant s'est un peu évaporé, qui n'est pas très précis dans l'esprit, semble-t-il, d'une grande partie de la profession. C'est un journaliste. Il dit ce qu'il veut. S'il a envie d'être contre, il peut être contre. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Moi, c'est la loi qui m'intéresse, cette loi. Parce que Mme Taubira veut rétablir cette loi sur le harcèlement sexuel. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Parce que Zemmour s'en prenait à ça. Pour tout ce qui peut protéger les femmes des violences qui sont perpétrées contre elles, semble-t-il, dans une sorte d'impunité quand même importante. Mais je suis avocat et je sais qu'une loi doit être précise et elle ne doit pas, évidemment, et c'est tout le problème du harcèlement sexuel, elle ne doit pas être floue, imprécise, Olivier, et laisser un champ trop important, évidemment. La loi disait, non mais je la cite, le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Oui, bien sûr. C'est pas tellement flou, ça. Écoutez, je vous assure que des magistrats ont des difficultés pour cerner précisément les cas qui relèvent du harcèlement moral, par exemple, les cas qui relèvent du harcèlement sexuel, et on peut y travailler, c'est un travail juridique qui doit être mené, et je crois que c'est cela aussi que les plus hauts magistrats lançaient comme signal. Merci Christophe. Marine Le Pen, c'est la fin de cette séquence. On va avoir le journal de 19h et ensuite vous aurez le débat avec Christian Jacob sur la nation et mondialisme. Très bien.